Ouais, salut Laurent. Ouais, salut Todd. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais. Alors, donc du coup, bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue effectivement à l'atelier pédagogique numéro 2. Alors, je vais juste, voilà, le temps de repositionner mon écran. Donc, bienvenue effectivement à l'atelier numéro 2, donc intitulé « Enveloppe du bâtiment et confort des occupants ». Donc, c'est un atelier qui est organisé par Synergile ainsi que l'ensemble de ses partenaires. Donc, effectivement, l'objectif de cet atelier est d'apporter justement des compléments d'information aux élèves, donc notamment les collégiens, les étudiants, les lycéens, sur les notions clés liées à l'enveloppe du bâtiment et à son impact sur le confort des occupants. Alors, du coup, je profite de ce temps de parole pour effectivement présenter Marielle Maya, donc ma collègue. Et du coup, elle co-animera cet atelier donc à mes côtés. Donc, sans plus tarder, je vous propose donc de passer au quiz introductif. Donc, je tiens à préciser que ma collègue Marielle Maya fera effectivement le relais entre les questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat ou à lever la main afin de vous permettre de prendre la parole. Alors, du coup, première question. L'enveloppe du bâtiment comprend le toit, le plancher, les murs, les fenêtres et les portes, ou encore le toit, le plancher et les murs, ou alors les murs, les fenêtres et les portes. Donc, du coup, n'hésitez pas à indiquer donc, votre réponse dans le chat et Marielle, effectivement, fera le relais à ce niveau. Donc, je vous laisse le temps de répondre effectivement à cette question. Question 1. Je suis dans la réunion, mais je ne vois pas. Alors, du coup, Marielle, j'espère qu'on a quand même un petit retour via le chat. On a 3 réponses, mais n'hésitez pas à répondre sur le chat. Alors, je vois quand même que le nombre de réponses augmente dans le chat. Donc, nous sommes déjà à 7 réponses. Pour le moment, c'est la réponse 1 qui revient le plus. Le plus souvent. Alors, effectivement, l'enveloppe du bâtiment comprend le toit, le plancher, les murs, les fenêtres et les portes. Donc, si vous voulez, ce sont pas des outils, mais ce sont des éléments en fait importants comment dirais-je, qui est nécessaire en fait au bâtiment. Alors, question numéro 2. La composition de l'enveloppe de bâtiment peut avoir un impact sur la température à l'intérieur du bâtiment. Donc, du coup, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Alors, pareil, nous vous laissons… Vas-y, Marielle. La réponse 2 fait l'unanimité pour le moment. D'accord.
Alors, nous vous laissons quand même le temps de répondre à cette question. Alors, du coup, Marielle, tu peux effectivement donner le résultat, en fait, via le sondage, via le chat, pardon. Alors, tout le monde a mis, pratiquement tout le monde, sauf une personne, a mis la réponse 2. Du coup, je te laisse poursuivre la diapo. Voilà. Alors, oui, effectivement, donc la composition de l'enveloppe de bâtiment peut avoir un impact sur la température à l'intérieur d'un bâtiment. Puisqu'en fait, c'est un impact, ça représente effectivement un impact fort sur la composition, j'ai envie de dire, du bâtiment. Alors, question numéro 3. Quel est le pourcentage d'amélioration de la sensation de bien-être au travail pour des salariés ayant une vue sur des éléments naturels, donc notamment tout ce qui est plantes vertes, lumière naturelle? Donc, du coup, est-ce que c'est aux alentours de 10% ou bien aux alentours de 20%? Donc, pareil, nous vous laissons le temps, effectivement, d'indiquer vos réponses via le chat. Alors, visiblement, les participants sont très, très réactifs par rapport à cette question. Pareil, la réponse 2. Alors, malheureusement, c'est aux alentours de 13% concernant effectivement l'amélioration de la sensation du bien-être au travail pour des salariés, puisqu'en fait, ça dépend comment dirais-je, ça dépend du comportement du salarié. En fait, on n'a pas la même, effectivement, on n'a pas la même vision. Donc, voilà. Alors, question numéro 4. La notion de confort est identique d'un individu à un autre, est variable en fonction des besoins de chacun ou est différente selon le degré de tolérance à l'inconfort. Donc, du coup, effectivement, par rapport à cette question, vous avez donc trois réponses, trois réponses possibles, on va dire. Donc, nous vous laissons le temps d'y répondre. Alors là, on a un peu de tout, donc on a du 3, du 2, du 1, mais avec la réponse 2 qui revient quand même assez régulièrement. Alors oui, effectivement, donc la notion de confort est variable en fonction des besoins de chacun, puisqu'en fait, nous n'avons pas en fait les mêmes besoins. J'ai envie de dire que nous n'avons pas des besoins communs, mais c'est plus des besoins en fait partagés. Alors, du coup, effectivement, nous avons terminé donc sur ce quiz. Donc, du coup, je vais laisser la parole à Monsieur Laurent Seov, ingénieur chez Equinox. Donc, effectivement, il nous présentera donc les fondamentaux de l'enveloppe du bâtiment. Donc, Monsieur Seov, je vous laisse la main pour le partage. Et du coup, vous avez la parole pour la suite. Oui, donc à nouveau, bonjour à tous. Alors, je n'ai pas participé à la première séance, donc du coup, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, ni le nombre de participants et leur niveau, mais donc je vais essayer de m'adapter et de faire au mieux pour cette présentation. Je crois qu'on m'a donné 10 minutes pour vous donner un aperçu des points clés sur les qualités de l'enveloppe des bâtiments. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Alors, c'est en train de se charger. Oui, c'est OK pour nous. C'est OK, donc allons-y. Donc, effectivement, moi, je travaille en tant que bureau d'études, ingénieur conseil depuis plus de 25 ans en Guadeloupe.
Et donc, on s'intéresse à l'optimisation de l'énergie dans les bâtiments et au confort, puisque ces deux notions sont évidemment indissociables. Alors, on peut, en guise de préambule, peut-être vous montrer ce type de bâtiment qu'on retrouve en Guadeloupe, en Martinique. Et puis, je vais y aller de mon petit quiz aussi, pour vous demander via le chat aussi si vous considérez que ces bâtiments, selon vous, sont des bâtiments performants. Donc, vous avez 4 exemples là de bâtiments qu'on retrouve en Guadeloupe ou en Martinique. Les deux sont sur les mêmes contextes climatiques et environnementaux. Et donc, notre petit sondage, là, nous indique, par contre, je n'ai pas la visu sur le chat, en même temps le partage d'écran. Oui, n'hésitez pas à répondre dans le chat. Oui, donc effectivement, Monsieur Seov, on fera le relais au niveau des réponses, en fait, des questions qui sont dans le chat. Voilà, on peut laisser un tout petit instant pour que les gens puissent, les participants puissent s'exprimer. Est-ce que selon vous, ces bâtiments peuvent être considérés comme des bâtiments performants? Alors, on a une réponse, c'est non pour la Guadeloupe. Celui avec les ventilateurs accrochés, non, je pense. Ouais, c'est des climatiseurs. Celui avec les climatiseurs, non. Non, pas pour chez nous. Non, je trouve qu'effectivement, vous avez une bonne, à la fois un bon esprit critique et une bonne connaissance du contexte. Et donc, effectivement, ces bâtiments qui peuvent apparaître comme modernes, esthétiques, véhiculant une certaine image de l'architecture, à l'usage se sont révélés effectivement parfaitement inconfortables ou relativement inconfortables sous notre climat en Guadeloupe ou en Martinique. Alors effectivement, la notion de bâtiment performant, il faut évidemment pouvoir la préciser, puisque un bâtiment performant doit être fonctionnel, il doit être adapté aux besoins de ses utilisateurs, il doit être confortable et donc le corollaire, c'est qu'il doit ne pas consommer beaucoup d'énergie. Et puis en même temps, on a toutes les options d'esthétique, d'agrément, etc. Et donc, on va essayer d'expliquer pourquoi ces exemples de bâtiments, qui sont des bâtiments réels, les photos que je vous ai montrées, sont inconfortables pour l'essentiel parce qu'ils ne sont pas construits en adéquation avec le climat, avec notre climat tropical en Guadeloupe. Alors, juste en préambule, rappeler peut-être des notions que vous connaissez déjà parfaitement, mais encore une fois, je préfère les rappeler rapidement. Qui fait quoi dans l'acte de construire? Donc, le maître d'ouvrage, c'est l'acteur essentiel, c'est celui qui, la structure ou l'entité qui est le client en général, qui définit le programme et qui, en général, est propriétaire d'une parcelle de terrain et donc fait construire le bâtiment résidentiel, tertiaire, etc. Ce maître d'ouvrage va s'associer les services de professionnels qui sont au départ des concepteurs, donc les architectes, les bureaux d'études associés qui vont pouvoir imaginer, dessiner le ou les bâtiments en fonction de tous les critères qui leur ont été donnés. Et donc évidemment, le climat et le contexte environnemental en fait éminemment partie. Les concepteurs vont suivre également les travaux qui vont être confiés à les entreprises qui vont bien sûr réaliser ces travaux. Donc les responsabilités des uns et des autres ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc vous aurez l'occasion de voir au cours de vos expériences respectives quelles sont les tâches clés de chacun de ces acteurs. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Alors, quelles sont les bases de contextes climatiques et environnementaux? Vous savez sans doute que le climat d'un lieu donné sur la planète, il va dépendre essentiellement
de la position du lieu par rapport à sa latitude. Hein, la latitude, vous savez, ce sont les parallèles sur le globe terrestre qui, donc plus on est proche de l'équateur, plus on est sur un climat équatorial, et plus on s'éloigne de l'équateur, plus on va être sur un climat tempéré, voire froid, à l'extrême, au pôle nord ou au pôle sud. Alors nous, en Guadeloupe, vous le savez sans doute déjà, bien entendu, on est à une latitude de 16 degrés nord sur la planète, ce qui confère à la Guadeloupe un climat tropical. Et donc, c'est ce paramètre, latitude, qui va donner le climat. Je vous fais remarquer au passage que la Guadeloupe a à peu près le même climat que le Sénégal, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez le point de ma souris, qui va se retrouver à peu près à la même latitude, mais néanmoins éloigné de plusieurs milliers de kilomètres de la Guadeloupe. Alors, ce climat tropical, ses caractéristiques essentielles, ce sont évidemment les températures qui sont douces. On est dans les extrêmes, aux environs des 20 degrés, parfois un petit peu moins avec les effets de l'altitude, et pour les maxima, aux alentours des 30, 32, 33 degrés, indépendamment des effets de bulles urbaines notamment. Donc, température douce, en général une forte humidité relative, des précipitations abondantes, et puis le point essentiel qui va conditionner la conception des bâtiments, c'est que l'essentiel des charges thermiques, c'est-à-dire l'essentiel de ce qu'on va considérer pour apporter du confort à ces bâtiments, c'est-à-dire soit les rafraîchir, soit les réchauffer selon le climat, c'est sous le climat tropical, c'est le rayonnement solaire. Et donc, c'est le rayonnement solaire qui va participer à chauffer les bâtiments, et on aura besoin de les ventiler ou de les rafraîchir, ou les deux, sachant que, évidemment, le concepteur va devoir tenir compte d'autres contraintes environnementales, notamment qui sont liées aux risques naturels. Comme vous le savez, les risques cycloniques, le bâtiment devra tenir au vent extrême, mais également une contrainte très forte sur notre territoire, ce sont les contraintes sismiques. Mais donc, en résumé, un impératif, il faut évidemment construire avec le climat. Donc, tous les bâtiments qui seraient imaginés par des concepteurs venus d'ailleurs, par exemple, qui ne tiendraient pas compte de ces éléments-là fondamentaux, aboutiraient et ont abouti, qu'on a vu dans les photos que je vous ai présentées initialement, aboutissent à des bâtiments qui, en général, ne sont pas performants ou sont peu performants parce qu'ils ne sont pas confortables, parce qu'ils ont une efficacité énergétique relativement faible. Donc, on va évidemment prendre le contre-pied de tout ça. Et pour ça, je vous propose deux méthodes générales. La première, elle est assez simple, mais parfois on l'oublie un petit peu. Donc, ça fait partie des éléments clés, des fondamentaux. Cette première méthode générale consiste à s'intéresser d'abord au bâti, c'est-à-dire à l'enveloppe de nos bâtiments, telle qu'on vient de la définir en préambule. Et donc, dans un premier temps, on conçoit une enveloppe performante adaptée au climat. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser au système. Donc, dans cette enveloppe performante, on va y installer des équipements performants, les dimensionner correctement, les installer dans les règles de l'art, etc. C'est le volet système. Et puis enfin, on ne s'arrête pas là, on va s'intéresser aux commandes de ces systèmes, de ces équipements, de manière à les faire fonctionner de manière rationnelle, c'est-à-dire éteindre les clims quand on n'occupe pas le bâtiment, par exemple. Et donc, quand on applique cette méthode, on aboutit en général à des bâtiments performants parce qu'on a toute cette chaîne de la performance qui a été respectée. Il y a une deuxième méthode que vous connaissez peut-être, je vous la présente rapidement, c'est la méthode Négawatt, qui s'intéresse presque de manière encore plus fondamentale à nos besoins, notamment nos besoins énergétiques. Et cette méthode, elle nous propose de travailler d'abord sur des questionnements sur ces besoins,
sur un axe de sobriété, en essayant de réfléchir à nos besoins, notamment nos besoins énergétiques. Donc, le premier axe, c'est la sobriété. Le deuxième axe, c'est l'efficacité, c'est-à-dire faire en sorte que dans tous nos choix de conception, les bâtiments, l'enveloppe de ces bâtiments et les équipements soient les plus efficaces possibles. Et enfin, c'est bien dans cet ordre-là qu'il faut le considérer, on va pouvoir intégrer des énergies renouvelables dans ces bâtiments pour lesquels on aura fait d'abord de la sobriété et ensuite de l'efficacité. On dit les charges thermiques pour les bâtiments en Guadeloupe ou en Martinique, c'est essentiellement le rayonnement solaire. Vous connaissez l'ordre de grandeur, peut-être, sinon c'est une donnée importante. En Guadeloupe, chaque mètre carré de surface de bâtiment exposé, en surface horizontale, donc une toiture ou en principe, va recevoir environ 5 kWh, c'est la quantité d'énergie par mètre carré et par jour. Et donc ça constitue la charge thermique qu'on va devoir soit évacuer à l'extérieur du bâtiment, soit qu'on va devoir réfléchir à l'extérieur du bâtiment. Et pour ça, on va utiliser donc deux outils fondamentaux qui sont d'une part la protection solaire de l'enveloppe du bâtiment. Cette protection solaire, elle va avoir un effet comme si c'était un bouclier thermique, de manière à pouvoir faire en sorte que cette chaleur, nos 5 kWh, soit ne rentre pas à l'intérieur du bâtiment, soit rentre, mais soit réfléchit instantanément. Le deuxième pilier, c'est la ventilation naturelle, qui va faire en sorte que si une partie de cette chaleur rentre dans le bâtiment, on puisse l'évacuer par une ventilation adaptée à l'intérieur du bâtiment. Au passage, on travaille beaucoup avec les architectes sur ce qu'on appelle la théorie du manguier, qui dit la chose suivante, qui n'a jamais été contredite jusqu'à présent. C'est que aux Antilles, tout simplement, dès lors qu'on est à l'ombre d'un manguier, ou d'un arbre à feuilles épaisses, on va dire, on va être en permanence en situation de confort. C'est-à-dire que ces conditions naturelles nous donnent naturellement des conditions de confort en permanence, donc quelle que soit la saison, le jour, le lieu, de jour comme de nuit. Et donc, évidemment, on n'a pas besoin de climatiser dans ces conditions. On peut se rafraîchir davantage puisqu'on va être dans des conditions de confort. Et donc, l'analogie, en fait, évidemment, vous l'avez compris, c'est que les bâtiments doivent pouvoir reproduire, d'un point de vue thermique, ces conditions-là, c'est-à-dire ne pas générer de surchauffe et donc d'inconfort. Et donc, c'est le rôle de la protection solaire. Et puis, maintenir une ventilation suffisante pour pouvoir, le cas échéant, évacuer les charges thermiques ou créer une brise légère sur les occupants. Donc, je ne vais pas m'y attarder de trop, mais peut-être que les intervenants suivants vont pouvoir l'expliciter davantage. Mais dans les notions de confort, c'est des notions qui sont finalement assez scientifiques. Et donc, on va travailler sur des diagrammes de confort, qui sont des diagrammes en fait, de température et d'humidité, pour lesquels on va estimer qu'un panel d'individus va se sentir en conditions de confort thermique sous différentes conditions. Et donc, notre climat, encore une fois, température douce et humidité relativement élevée, nous confère naturellement des conditions de confort satisfaisantes. Et puis, lorsqu'on est dans les conditions un petit peu limites, sur les extrêmes de ce polygone de confort, on va pouvoir avoir recours à une ventilation artificielle, une ventilation mécanique, de la même que quand on prend un éventail, on va se recréer ces conditions de confort. On va pouvoir le faire exactement pareil dans un bâtiment quand on va se mettre sous un ventilateur, et donc notamment sous un ventilateur de plafond qui sont les plus performants. Et d'ailleurs, si on voulait expliciter un petit peu, mais je ne vais pas trop m'y attarder, en réalité, on a 3 régimes de ventilation des bâtiments en climat tropical. Le premier régime, c'est ce qu'on appelle la ventilation d'hygiène, qui permet de diluer les polluants et puis de faire ce qu'on appelle le renouvellement d'air hygiénique. Faire en sorte que, vous savez, quand on occupe un espace fermé, on va respirer de l'oxygène et puis
chaque individu va émettre du CO2. Et donc, si on est dans un espace complètement étanche, au bout d'un certain nombre d'heures, ce taux de CO2 va augmenter, de manière à devenir un polluant dans l'atmosphère et pouvoir générer des problématiques sanitaires. Donc, pour éviter ça, évidemment, on doit assurer dans chacun des bâtiments un renouvellement d'air hygiénique et donc apporter de l'air neuf à chacun des occupants. Donc ça, c'est le premier régime de ventilation. Donc, les ordres de grandeur, c'est donc on raisonne soit en volume par heure, c'est-à-dire le volume d'une pièce ou d'un bâtiment qui doit être renouvelé chaque heure. Donc, vous voyez que là, ce régime-là de ventilation d'hygiène, on travaille sur 1 à 5 volumes heure. Et puis, on a une autre échelle de débit qui sont des mètres cubes par heure et par occupant. Et donc, pour assurer un renouvellement correct d'air hygiénique, on a l'habitude de prendre une valeur de l'ordre de 18 à 20 mètres cubes par heure et par occupant pour assurer cette ventilation d'hygiène. Le deuxième régime, c'est celui qui va nous permettre de diluer les surchauffes, c'est-à-dire de faire en sorte que la chaleur qui rentre dans les bâtiments va pouvoir ressortir, plus ou moins instantanément. Et donc, ce mode de ventilation, qui donc fait appel à la ventilation naturelle principalement, on travaille sur des régimes beaucoup plus élevés en termes de débit. Vous voyez, sur le graphique, on est entre 10 et 30 volumes par heure. Et puis enfin, on a un troisième régime qui est indépendamment des deux premiers, qui est un régime où on crée des vitesses d'air, de la même manière qu'on peut s'en créer avec un éventail ou un ventilateur. Et ce régime va donc permettre d'apporter une sensation de fraîcheur aux occupants. C'est le régime donc, qui crée les vitesses d'air sur les occupants. Et vous le voyez dans le graphe, on travaille avec des débits encore plus importants que les deux premiers. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Donc ça, c'est l'initiation à la thermique du bâtiment. Vous aurez peut-être l'occasion d'approfondir toutes ces notions. Ce qu'il faut retenir, c'est que les conséquences sur les choix constructifs en climat tropical, ils sont représentés dans ce petit schéma. Donc, la priorité, c'est de protéger les parois contre l'ensoleillement direct, et donc toutes les parois, celles qu'on a citées comme étant les parois de l'enveloppe, donc la toiture, les murs et les ouvertures, les baies. Et donc, c'est la priorité des priorités. Et puis, on peut associer aussi la protection solaire des abords du bâtiment pour essayer de faire en sorte qu'on n'ait pas de rayonnement indirect qui va participer à la surchauffe du bâtiment. Ensuite, le point 3, c'est de favoriser la ventilation naturelle de tous les espaces qu'on peut ventiler naturellement, les espaces ouverts, semi-ouverts. Le point 4, c'est au contraire, quand on veut climatiser, rafraîchir, on va rendre étanches à l'air les espaces qu'on veut climatiser. Et puis, le point 5, c'est un petit peu secondaire, mais on va essayer de minimiser les charges internes, c'est-à-dire les apports de chaleur qui ont lieu à l'intérieur du bâtiment. Donc, les deux fondamentaux, les deux piliers vraiment du confort en climat tropical, c'est la protection solaire et la ventilation naturelle. Et donc, vous avez compris que dans les photos que je vous ai montrées, la protection solaire de ces bâtiments n'est pas satisfaisante parce qu'ils ont des façades entières exposées au rayonnement direct. Et ils ont énormément de surface vitrée qui va empêcher d'avoir une bonne protection solaire et qui va pénaliser le confort à l'intérieur de ces bâtiments. Donc, même critères, même impératifs, protection solaire, ventilation naturelle. On peut ajouter aussi la ventilation artificielle, donc nos ventilateurs lorsqu'on occupe les bâtiments. Et puis, on définit, mais je ne vais pas détailler ici, des critères d'efficacité, notamment le critère principal qui va permettre de juger de l'efficacité de la protection solaire d'une paroi, c'est ce qu'on appelle le facteur solaire, qui est en fait la fraction du flux d'énergie qui va pouvoir traverser une paroi. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est que sur chacune des parois, on va essayer d'éviter le rayonnement direct, notamment sur les murs et les ouvertures. Et puis en toiture, la conséquence essentielle, c'est qu'on va généraliser l'isolation thermique.
Donc, quel que soit le mode constructif et le type de toiture, on va mettre un isolant et on va essayer de privilégier les couleurs extérieures claires pour ces toitures. Alors, Monsieur Pour les... Seob, Oui, oui, désolé de j'en vous couper. Voilà, termine dans 30 secondes. il n'y a pas de souci. Pour les parois verticales, on va essayer d'optimiser les protections solaires et faire en sorte que, notamment, on va tenir compte de la course du soleil. Donc ça, c'est une connaissance à avoir sur notre zone géographique. Et donc, on va considérer que, par exemple, les façades est et les façades exposées à l'ouest, on aura besoin, pour leur assurer une bonne protection solaire, de les recouvrir de protection extérieure, type celle que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire des brises-soleil ou des systèmes d'auvent ou de brises-soleil qui vont recouvrir une partie de la paroi. Et puis à l'inverse, vous voyez, pour optimiser sur les façades sud et les façades nord, on va utiliser des brises-soleil, mais pour ces façades nord et sud, ils n'auront pas l'obligation de recouvrir la paroi, mais au contraire, ils vont être en avançant sur la paroi, pour permettre de privilégier et de trouver le bon compromis entre la protection solaire et l'éclairement naturel. Et puis, si on veut optimiser encore, vous voyez, sur cette coupe-là, sur les façades nord et sud, je vous ai dessiné les extrêmes de la position du soleil aux deux solstices, entre guillemets d'hiver ou d'été, 21 décembre et 21 juin. Et donc, ça, c'est la course du soleil dans ces positions extrêmes. Donc, c'est assez facile de le traduire en termes de dimensionnement des protections solaires, puisque donc, vous voyez, pour le sud, il faut respecter un angle à peu près égal à 39 ou 40, 45 degrés pour assurer une protection solaire satisfaisante. Alors qu'au nord, on n'a besoin que d'une protection beaucoup plus faible, même si le soleil, c'est une caractéristique de notre climat, passe au nord légèrement au solstice du mois de juin. Voilà, j'en ai terminé. Je vous rappelle donc les méthodes principales. On s'intéresse d'abord au bâti, ensuite au système et enfin à leur commande. Et puis, à titre d'exemple, pour un bâtiment tertiaire, les deux principaux usages énergétiques qui apportent du confort, c'est évidemment la climatisation, dont on va essayer de réduire les besoins et les consommations d'énergie, et puis l'éclairage de manière secondaire. Donc, j'ai largement dépassé les 10 minutes, mais je m'en excuse, et puis je peux répondre à toutes vos questions si vous en avez. Et je laisse donc mes confrères et amis intervenants suivants peut-être préciser des notions de confort pour les interventions à suivre. Oui, alors merci Monsieur Seob pour cette présentation. Alors visiblement, nous n'avons pas de questions pour le moment au niveau du chat. Donc du coup, je vous propose de passer à la prochaine présentation. Donc il s'agit de l'intervention de Monsieur Ted Soubdan, donc maître de conférence au sein de l'Université des Antilles. Donc Monsieur Soubdan, vous avez la main pour le partage d'écran. Très bien, donc je vais partager mon écran. Voilà. Voilà, donc je vais couper ma vidéo. Bon, voilà, donc aujourd'hui, suite à la présentation de M. Seob, donc on a décidé de vous parler de quelques innovations, toujours sur l'enveloppe, et en particulier, on va évoquer les questions qui sont liées aux isolants, et en particulier les isolants bio et géosourcés. Donc, d'accord, donc on a vu dans la présentation précédente que l'enveloppe est un élément fondamental pour garantir le confort au sein du bâtiment. Et donc, un moyen assez efficace pour parvenir à ça, c'est d'utiliser des isolations pour l'enveloppe. Alors, il y a un intérêt particulier à utiliser des matériaux qui vont être biosourcés. Alors, qu'est-ce qu'un matériau biosourcé? Ce sont des matériaux qui vont être partiellement ou totalement issus de la biomasse. Alors, ça peut être la biomasse végétale. Donc, on connaît la paille de coco, le chanvre, le colza. On peut utiliser du roseau, de la laine. Également, de la biomasse qui peut être d'origine animale.
tels que de la laine de mouton, par exemple. Donc, ces deux types de matériaux sont de bons isolants thermiques. Il existe aussi des matériaux géosourcés, qui sont des matériaux issus d'origine minérale. Alors, ça peut être de la terre crue, de la pierre, mais on a aussi des isolants tels que de la laine de roche, qui sont bien connus, mais qui sont transformés, de la laine de verre également. Donc, c'est ce qu'on va appeler des matériaux géosourcés. L'intérêt de ces matériaux, lorsqu'ils sont produits dans un rayon proche localement et peu transformés, ils vont présenter une faible empreinte environnementale, puisque ce sont des matériaux d'origine naturelle qui peuvent être utilisés sur place et donc peu de déplacement et peuvent aider aussi à stocker du carbone. Alors, on peut aussi utiliser des matériaux qui sont issus de la revalorisation des déchets. Alors, on peut trouver de la ouate de cellulose, donc c'est du papier qui va être transformé pour être utilisé en isolant thermique. Les textiles aussi, qui vont être recyclés. Alors, à la base, les textiles, c'est du coton, par exemple, issu de matériaux végétaux. Et donc, les textiles recyclés vont être aussi utilisés comme matériaux isolants. Le bois, la palette, les cartons, tout ça s'inscrit dans une logique d'économie circulaire. Alors, ces matériaux, bien évidemment, ils doivent avoir des performances avérées et souvent, ils doivent avoir des avis techniques et répondre à certaines normes pour être utilisés au sein des bâtiments. Donc, c'est aussi le cas pour ces matériaux biosourcés. Grâce à leurs propriétés, ils vont avoir des performances qui sont avérées, des avis techniques. En général, ce sont des ATEX, des DTU, qui vont être certifiés et utilisables en fait, dans le bâtiment. Il existe depuis 2012 un label bâtiment biosourcé qui est porté par le ministère de la Transition écologique et solidaire pour favoriser l'utilisation de ces matériaux dans les bâtiments. Donc il y a un label bâtiment biosourcé et si ce sont des bâtiments tertiaires, on aura la certification ou le label biosourcé avec un autre label tel que le label HQE par exemple. Donc ce sont des matériaux où il y a des incitations à les utiliser. Pourquoi? Parce que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ce sont des matériaux qui vont permettre de stocker du CO2, puisque si on prend le cycle, à partir de la biomasse, si c'est une biomasse végétale, donc le végétal va stocker du carbone, il va être transformé pour fabriquer des matériaux utilisés dans les bâtiments, qui eux-mêmes peuvent être recyclés. Et donc, une fois que c'est libéré dans l'atmosphère, le carbone va être restocké dans les végétaux. Et donc, on a un cycle du carbone qui permet du stockage de ces matériaux. Alors, il faut tout de même faire attention. Les matériaux biosourcés ne sont pas nécessairement sans impact pour l'environnement parce qu'ils peuvent contenir des additifs chimiques, ils peuvent contenir des produits, ils sont évidemment transformés. Donc, tout ça aussi, ils ont quand même un impact environnemental, mais qui sera quand même plus léger que des matériaux 100% chimiques ou transformés de façon plus importante. Et donc, dans une démarche de construction durable, il sera toujours préférable d'utiliser des matériaux biosourcés s'ils sont produits localement et le moins transformés possible. Alors évidemment, sous réserve qu'ils remplissent les conditions techniques de mise en œuvre. Donc, on va citer quelques exemples de ces matériaux qui sont déjà existants sur le marché. Donc, les isolants géosourcés, donc, on connaît déjà tout ce qui est fait à partir du verre, donc c'est de la laine de verre, il y a aussi la laine de roche, ce sont des matériaux très couramment utilisés dans le matériau, qui ont des propriétés thermiques connues et des conditions de pose avec des avantages et des inconvénients. Par exemple, la laine de verre et la laine de roche, ce sont des rouleaux de matériaux, mais qui sont aussi sensibles au tassement et à l'humidité, par exemple. La perlite, c'est une roche volcanique qui est transformée et donc on obtient un matériau qui est utilisé en isolant avec de bonnes
propriétés isolantes. Et là aussi, il peut convenir au plafond, aux toitures, voilà, qui peut exister en panneau ou en forme de granulat, pardon. La vermiculite, donc ça aussi, c'est une pierre qui est transformée pour être utilisée en tant que matériau isolant. L'argile aussi, la terre, une fois elle peut être utilisée brute et séchée, et donc est aussi un isolant naturel utilisé. Et aujourd'hui même, on va jusqu'à construire des maisons en paille combinée avec de la terre pour avoir un matériau produit localement et avec de bonnes propriétés thermiques. Donc ça, c'est quelques exemples de matériaux géosourcés qu'on peut trouver déjà sur le marché. Au niveau des matériaux biosourcés, là aussi, il y a une large palette de matériaux déjà utilisés et déjà disponibles sur le marché. L'un des plus connus, c'est la fibre de coco, qui a de bonnes propriétés, putrécide, ne craint pas les insectes ni les champignons, résiste à l'humidité parce qu'il y a une structure qui ne se dégrade pas avec l'humidité, ou alors il va sécher rapidement s'il est soumis à de l'eau, donc un matériau assez stable et qu'on peut trouver sur le marché sous forme de rouleau, sous forme de natte. On a aussi des produits qui sont faits à base de roseaux et d'autres types de matériaux. Oui. Oui, désolée de vous couper. Est-ce que ça serait possible de résumer, en fait, de faire un résumé sur vos prochaines slides, puisqu'effectivement, le temps court. Bon, je vais essayer d'aller rapidement. Donc, dans le tableau, si vous avez les présentations, vous pourrez trouver les différents matériaux à base de coton, de paille, de torchis et également les toitures végétalisées ou les murs végétalisés sont des matériaux qui sont utilisés. Un autre matériau utilisé pour l'enveloppe, mais comme isolant, ce sont les matériaux isolants structurels. Alors, on va trouver les noms panneaux isolants structurels ou encore SIP, Structural Insulated Panel en anglais. Et donc, ce sont des panneaux isolants, mais qui ont aussi la propriété d'être des panneaux porteurs et qui sont utilisés quasiment pour la construction de bâtiments, la construction de toitures. Et ils intègrent à la fois un isolant et un élément porteur. Donc, le principe est simple. On a une armature qui peut être en bois, en métal, en tôle, à l'intérieur de laquelle on a des matériaux isolants qui peuvent être biosourcés ou pas. Et donc, ces matériaux sont utilisés pour construire directement des maisons. Donc, l'avantage, c'est que ça peut être préfabriqué, que ça a déjà des éléments structurels, donc ça permet une pose beaucoup plus rapide. Et donc, on peut former une coque avec ces types de panneaux qui sont déjà aussi utilisés. Les chambres froides sont construites principalement avec ce type de panneaux et de la mousse de polyuréthane. Donc voilà, pour aller très, très rapidement. Et voilà, s'il y a des questions éventuellement. Oui, donc merci, Monsieur Soubdan, pour cette très belle présentation. Alors, je vous propose effectivement de réserver un temps d'échange à la fin de cet atelier, ainsi que les mises en application. Alors, du coup, je vais laisser la parole à Monsieur Joël Paul, donc du CAE, conseiller en énergie partagée, puisqu'effectivement, Monsieur Paul doit nous quitter vers midi 15. Donc, vous avez la parole, Monsieur Paul. Merci. Donc, je fais le partage d'écran. Alors, nous, on va parler des différents types de confort. Donc, c'est vraiment en lien avec ce qu'ont présenté mes collègues. Donc, merci pour la qualité déjà des premières interventions qui permettent vraiment d'aller beaucoup plus vite pour moi. Alors, donc, différents types de confort. Déjà, qu'est-ce que le confort? On va déjà définir la notion de confort. Donc, on voit déjà que le confort varie d'un individu à un autre. Ce que je ressens comme confort ne sera pas le même que mon voisin. Et il est vraiment en fonction des besoins que j'ai, mais aussi des différents degrés de tolérance face aux inconforts. Et pour ça, on retient deux paramètres clés. C'est déjà le confort lié au bâti, et donc c'est en lien avec l'enveloppe du bâti, comment elle est conçue. Et donc, si elle remplit bien, excusez-moi, si elle remplit bien ses fonctions fondamentales d'abri pour l'occupant, de protection durable, efficace aussi contre les éléments extérieurs, cyclones, pluie, etc. Autre paramètre clé, donc c'est le confort relevant d'une perception sensorielle, donc nos sens, le toucher, l'ouïe, etc. Et donc là, on doit vraiment prendre en compte les critères d'ambiance, d'environnement du bâtiment, de luminosité, etc.
Donc, on va poursuivre sur le confort dans le bâti, puisque là, le concours est plutôt orienté sur le bâtiment. Donc, on va voir 4 grandes notions de confort. Donc, premièrement, la qualité de l'air, le confort visuel ensuite, le confort acoustique et enfin le confort thermique. Pour ce qui est de la qualité de l'air, on a parlé rapidement, donc on peut avoir dans un bâtiment des problèmes liés au développement de moisissures, des bouches d'aération qui sont encrassées, et donc si l'air n'est pas renouvelé, forcément la qualité de l'air s'en ressent. On peut aussi avoir des choix qui ont été faits par les occupants de cloisonner des ouvertures pour différentes raisons, mais ça a aussi un impact sur la qualité de l'air, ou des problèmes d'humidité aussi, mais là, ça relève plus de la structure du bâtiment. Mais en résumé, donc, tous les facteurs qui influent sur la qualité de l'air intérieur, c'est d'abord l'air extérieur, évidemment, les produits et les équipements de construction, le mobilier en lui-même, la ventilation et le comportement des usagers. Donc, on a vu avec ces quelques photos. Pour ce qui est du confort visuel, c'est un peu différent. Donc là, on est vraiment en lien avec la lumière naturelle, la lumière disponible et aussi la lumière artificielle. Là, on a le cas, par exemple, d'un bâtiment qui est protégé. Donc, Laurent l'a expliqué tout à l'heure sur le fait d'avoir des prises soleil pour se protéger. Mais sauf que là, ils ont été surdimensionnés et on voit bien que la photo a été prise en pleine journée et pourtant, il fait sombre à l'intérieur du bâti et on est obligé d'utiliser l'éclairage artificiel. Ce qui montre que même si on est protégé du rayonnement solaire, malheureusement, on ne bénéficie pas de l'éclairage naturel. Et là, on a un autre cas où on est avec de larges ouvertures, où on bénéficie de plein ensoleillement, et donc l'éclairage artificiel est éteint, et on a quand même un bon confort visuel. Donc, les enjeux liés au confort visuel, lui, sont plutôt autour de 3 points. Donc, le confort, bien gérer les contrastes, les bleuissements, les performances, avoir de bons niveaux d'éclairement en fonction du besoin. Si on est dans un stade, on n'aura pas le même niveau de besoin d'éclairement que dans un laboratoire. Et aussi les agréments, donc les vues, les rendus des couleurs ont aussi un impact sur le confort visuel. Donc, chacun de ces locaux, donc bureaux, stades, etc., ont différents critères à atteindre. Donc, généralement, une salle de classe, par exemple, dans votre cas, sont plutôt orientés sur les critères du bureau, donc avec des niveaux, les 6 critères habituels, l'éclairement suffisant, avoir un éclairage qui soit uniforme dans toute la pièce, l'absence d'éblouissement, un rendu des couleurs suffisant pour qu'on puisse voir le tableau, etc. Alors que si on prend le cas, par exemple, d'une salle de sport, on sera plutôt orienté sur des sujets de bien voir les lignes de jeu, etc. Donc, la qualité de la lumière, ne pas avoir d'éblouissement, puisque si on est dans un jeu de sport, de ballon, etc., il faut qu'on voit le ballon, mais pas qu'on voit la lumière qui tombe dans nos yeux, etc. Les ateliers, là, par exemple, on est plus sur une contrainte de travail sur un point précis. Donc là, il faut vraiment que l'éclairage soit bien orienté à hauteur pour que l'homme ou la personne puisse travailler de manière totalement sécurisée, en ayant un bon rendu des couleurs, etc. Donc, on voit vraiment que chacun des espaces nécessite un confort visuel particulier et donc une attention sur certains points. Les éléments aussi à prendre en compte pour les occupants, généralement, ils sont au nombre de 3, donc voir le ciel, ce qui permet d'avoir vraiment le potentiel d'éclairage naturel. Être protégé aussi contre le soleil, puisque oui, on veut bien voir le ciel, la lumière naturelle, mais on veut se protéger du soleil, puisque notre bâti quand même peut accumuler de la chaleur. Et donc, il est important vraiment de bien orienter et gérer son exposition à ce rayonnement solaire. Et enfin, bien sûr, bénéficier d'une vue intéressante. Et là, on parle vraiment des composantes du paysage, puisque généralement, on est en confort visuel quand on a une vue aussi agréable. Mais comme la notion de vue agréable dépend de chacune des personnes, les critères standards ont été définis plutôt au niveau des composantes du paysage, de ce qu'on voit. Donc, généralement, quand on a une note assez élevée pour les composantes du paysage, on est sur 3 axes. Premièrement, on peut voir le ciel, on peut voir le paysage et on peut voir le sol. C'est assez rare, à part lorsqu'on est en maison individuelle ou en logement, que dans notre bureau, on ait tous ces 3 critères réunis. Mais c'est ce qui est vraiment à rechercher. Mais généralement, on est notre moyenne. Si on peut déjà voir le paysage, voir le sol, ou bien voir le ciel ou voir le paysage. Si, par exemple, vous êtes dans une pièce où vous ne voyez que le paysage en face de vous, vous n'avez pas un confort vraiment optimal. Comme c'est précisé là, vous avez la note minimale. Le but vraiment, c'est d'avoir le maximum de potentiel pour pouvoir regarder, admirer un beau paysage. Mais si, par exemple, c'est un mur rouge et vous n'aimez pas le rouge, vous pourrez dire que vous n'appréciez pas, mais ce n'est pas forcément une contrainte du paysage, c'est aussi le fait qu'on a un environnement immédiat qui n'est pas correspondant à vos attentes. Après, le confort acoustique. Donc là, on a 2 problématiques à gérer. Les nuisances sonores extérieures,
Donc, ça peut être la voirie avec les voitures qui passent, le bruit de quelqu'un qui est au téléphone, mais également les nuisances sonores intérieures, son collègue, son camarade de classe, etc., qui fait du bruit à l'intérieur de la même pièce et qui peut me gêner. Donc, par rapport à ça, généralement, on est obligé de concilier deux grands besoins. Ne pas être dérangé dans nos activités quotidiennes par des bruits qui proviennent des voisins ou des bruits extérieurs, mais en même temps, garder un contact auditif avec l'environnement intérieur. Donc, on veut quand même savoir ce qui se passe. Si un camarade m'interpelle, je dois pouvoir l'entendre, mais en même temps, ne pas être gêné dans ma concentration avec trop de bruit. Donc, on ne veut pas avoir, je ne sais pas moi, dans un collège, la salle de musique ne doit pas faire trop de bruit pour les salles de classe environnantes, mais en même temps, ceux qui sont à l'intérieur doivent pouvoir entendre les camarades jouer pour avoir un environnement cohérent pour pouvoir jouer du même instrument. Pour ce qui est des bruits, on va les détailler rapidement. Donc, on a différents types de bruits. Les bruits aériens extérieurs, donc un avion qui passe, un hélicoptère, une voiture. Les bruits de choc ou d'impact. Donc là, vous voyez un ballon qui tombe, un stylo qui tombe par terre. Les bruits aériens intérieurs. Donc là, ça peut être quelqu'un qui joue de la batterie, on en a parlé tout à l'heure, un instrument de musique. Et enfin, les bruits d'équipement, ça peut être la tuyauterie, etc. Donc, tous ces différents types de bruits sont communs, normaux, mais il faut être capable de les maîtriser pour justement avoir un niveau de confort. Donc, ça se joue avec des travaux sur l'enveloppe, l'isolation acoustique, etc., mais également aussi par une gestion, entre guillemets, des espaces pour que le bruit puisse circuler de manière cohérente. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas, la propagation du son, c'est quelque chose qui est bien défini et il y a différents seuils qui nous permettent de voir où est-ce qu'on se trouve en fonction de nos espaces. Pour ce qui est du confort thermique, donc ça a déjà été bien présenté. Donc, on va rappeler qu'en fonction de ces protections solaires, on voit que si on n'en a pas, le soleil pénètre dans la pièce, alors que si on est bien protégé, ce n'est pas le cas. Pourtant, on garde une certaine luminosité. Donc, en climat tropical, il est important de retenir que le confort thermique dépend surtout de la température, du taux d'humidité et de la vitesse d'air. Généralement, en climat tropical, on est plutôt aux alentours de 28 degrés. Le taux d'humidité en Guadeloupe aux alentours de 75%. Et la vitesse d'air, si on est à 1 mètre par seconde, on est bien. Donc, ça rejoint la théorie du manguier présentée par M. Seov, qui vraiment permet d'anticiper, d'avoir quelque chose de confortable pour les occupants sur le principe de la chaleur. Donc, ça reprend un peu ce que j'ai dit. Et donc, on cherche vraiment à être dans cette zone de confort. Et donc, bon, je ne vais pas détailler le schéma, mais en gros, on voit la température, la vitesse d'air, l'humidité relative. Ce sont vraiment les critères à prendre en compte pour définir cette zone de confort. Et donc, pour vraiment atteindre ces différentes phases du confort dans un bâtiment, généralement, on encourage une conception bioclimatique, donc vraiment travailler en priorité sur l'enveloppe du bâtiment, et cela pour vraiment mettre à profit les conditions climatiques qui sont favorables, donc un éclairage naturel, tout en se protégeant de celles qui sont indésirables. Des fois, elles sont liées, donc le rayonnement solaire qui apporte de la chaleur, et aussi en consommant le moins d'énergie possible. On est sur un territoire en plus où l'énergie est produite par des énergies fossiles qui ne sont pas disponibles sur le territoire. On cherche vraiment à réduire cette dépendance énergétique pour un confort égal, puisque même si on cherche à avoir un bâtiment performant, on ne souhaite pas quand même réduire sur le confort des occupants. Et enfin, pour finir, donc, un comparatif entre le climat tempéré, où là, on a plutôt des notions de confort, où on cherche à garder la chaleur à l'intérieur du bâtiment, puisqu'on a des températures bien plus basses, et on cherche à capter le rayonnement solaire, par exemple, et à stocker la chaleur, alors que nous, en climat tropical, on va plutôt chercher à se protéger du rayonnement solaire, faire en sorte de dissiper la chaleur, puisque les températures sont bien plus élevées sur nos territoires. Voilà, j'en ai terminé. Je suis allé assez rapidement par rapport à mes contraintes, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, donc merci infiniment, Monsieur Paul, pour votre intervention. Alors, du coup, nous allons effectivement passer au temps d'échange et également à une mise en application. Donc, du coup, je m'adresse effectivement aux participants. Donc, vous êtes l'équipe de maîtrise d'œuvre d'un nouveau projet de construction. Donc, quels sont, selon vous, les enjeux de confort principaux pour votre bâtiment? Donc, effectivement, cette mise en application,
elle fait référence à la présentation en fait de M. Paul. Donc, du coup, j'invite l'ensemble des participants à bien vouloir, s'ils le souhaitent, mettre leurs remarques via le chat ou bien lever la main afin de vous permettre de prendre la parole. En tout cas, n'hésitez pas. Nous sommes prêts effectivement à vous écouter. Alors, du coup, je vais écrire la question dans le chat. Je pense que ça sera plus simple pour vous. Alors. Donc, voilà. Donc, du coup, je me permets de répéter effectivement cette première question par rapport à cette mise en application. Donc, quels sont selon vous les enjeux de confort principaux pour votre bâtiment? Donc, j'espère que nous aurons effectivement des participants qui souhaitent soit s'exprimer ou bien émettre leurs avis dans le chat. Alors, effectivement, nous avons une première, j'ai envie de dire une première remarque de M. Florent. Donc, pour notre projet, c'est essentiellement le confort thermique. Donc, du coup, M. Florent, est-ce que vous voulez peut-être prendre la parole pour nous donner plus d'explications? Alors, du coup, je vous laisse donc la main pour... Alors, allez-y, Monsieur Florent. Normalement, vous avez la possibilité d'activer votre micro. Monsieur Florent, vous nous entendez? Monsieur Florent, vous nous entendez? Ah, malheureusement, il n'arrive pas à activer son micro. Alors, réessayez, Monsieur Florent. Bon, ben, visiblement, Monsieur Florent a un léger souci technique. Donc, du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite effectivement s'exprimer là-dessus? Alors, il y a une question. Oui, donc, Marielle, vas-y. Oui, donc il y a une question sur la ventilation mécanique. Alors, pourquoi les ventilateurs de plafond sont les plus performants? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Donc, du coup, pour effectivement faciliter ces échanges, j'invite peut-être Monsieur Laurent Seov, donc à bien vouloir effectivement nous en dire plus. Alors oui, effectivement. Alors pour info, je suis en train de travailler sur la rédaction d'un guide technique sur les brasseurs d'air qui détaillera toutes ces notions-là. Et donc effectivement, les brasseurs d'air plafonniers sont les plus performants en comparaison avec les ventilateurs sur pied notamment. Pourquoi? Simplement parce que le flux d'air qui est généré par les brasseurs d'air plafonniers est beaucoup plus large que celui d'un ventilateur sur pied.
Et donc, il procure davantage de confort sur une surface plus importante. Et par ailleurs, ce confort et cette ventilation est apporté sans nuisance sonore, hein, contrairement à un ventilateur sur pied qui fait beaucoup plus de bruit et qui a un flux beaucoup plus réduit et des vitesses d'air beaucoup plus élevées. Hein, mais donc, je rappelle l'importance du brasseur d'air, de cette ventilation mécanique, hein, c'est de créer un flux d'air sur les occupants qui recrée la même fonction que si on avait un éventail dans la main, hein, en permanence. Et donc, ça va permettre d'avoir du confort sur des niveaux de température élevés, par exemple en étant à 28 degrés jusqu'à presque 30 degrés de température ambiante, on va se sentir en situation de confort parce qu'on a ce vent artificiel sur l'occupant, et donc créant cette sensation de confort, alors même que la température ambiante est relativement élevée. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et voilà en 2 mots ce qu'on peut dire sur cette notion de performance des ventilateurs et plafonniers. Oui, donc effectivement, merci Monsieur Seov pour toutes ces précisions. Donc, du coup, je pense qu'effectivement, votre réponse permet justement d'apporter en fait plus de précision à la question qui a été posée. Alors, j'invite à nouveau Monsieur Florent à bien vouloir activer son micro. Je pense que le souci a été réglé. Alors, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, du coup, pour poursuivre, nous avons effectivement d'autres remarques via le chat sur justement certains projets qui sont en cours dans le cadre du concours écologique Jeunes Poussinov. Donc, notamment des remarques sur le fait de réduire en fait les dépenses énergétiques et de travailler à l'autonomie du bâtiment. Donc, effectivement, ça, c'est un élément très important, notamment au niveau de l'enveloppe du bâtiment. Le confort visuel aussi, l'aération, par rapport à effectivement la présentation de M. Paul. Et ensuite, nous avons effectivement une remarque sur les enjeux visuels, thermiques, acoustiques et surtout au niveau de la qualité de l'air, puisque ce sont des éléments en fait à prendre en compte pour le bâtiment. Alors, je ne sais pas si parmi les participants, il y a ceux qui aimeraient intervenir. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à lever la main afin de vous permettre de prendre la parole. Bon, effectivement, les participants sont un peu timides ce matin. Bonjour, bonjour. Oui, Monsieur Olivier, allez-y. Bon, je n'écoutais pas. J'étais en discussion avec mon camarade et du coup, j'avais une question. Je vais profiter pour la poser. C'était concernant l'évacuation de l'air chaud de la maison. J'ai fait des recherches et j'ai vu que dans certains endroits, notamment en Réunion, ils utilisaient le système d'avoir une ouverture au niveau du sol, par exemple une fenêtre qui va se situer peut-être à 70 cm du sol et avoir une ouverture proche de la toiture ou bien en hauteur au niveau de la maison, afin de permettre à l'air chaud de s'élever, de sortir par l'ouverture du haut. Et je voulais savoir, est-ce que c'est utilisé assez fréquemment ou s'il y a déjà des exemples de son utilisation ici? Alors, merci, Monsieur Olivier, pour cette question très pertinente. Donc, du coup, afin d'avoir justement cet appui technique, j'invite Monsieur Paul, s'il est toujours parmi nous,
à bien vouloir justement nous donner plus de précisions par rapport à la question de M. Olivier. Ok, je vais répondre rapidement, mais après je laisserai sûrement Thaddée et Laurent compléter. Nous, on connaît plutôt les écopes, donc l'évacuation de l'air chaud en hauteur, parce que bon, l'air chaud a tendance à monter. J'espère qu'on vous dit que lorsqu'il y a un incendie, on vous recommande de rester plutôt au niveau du sol, puisque l'air frais reste en bas. Mais mettre des ouvertures plutôt en bas, voilà. À part quand il y a une grille de protection pour éviter les nuisibles à passer, c'est pas quelque chose que j'ai pu voir ici fréquemment. Donc, non. Plutôt au niveau par contre, des bardages. Non, mais c'est pas une ouverture. Oui, C'est pas une ouverture au niveau du sol, c'est par exemple l'erreur par les fenêtres et après il est évacué par une ouverture située en hauteur. ok. Non, ça, c'est pas quelque chose que j'ai vu de commun. Généralement, on encourage plutôt une ventilation traversante, c'est-à-dire qu'il y ait une ouverture sur plusieurs façades pour que justement que l'air qui entre sur une façade soit évacué d'une autre façade. Mais au niveau de la hauteur de l'ouverture, c'est plutôt les ouvertures en hauteur qui permettent d'évacuer l'air chaud. C'est plus ça que j'ai comme retour d'expérience, mais je laisserai les collègues compléter. Ouais, alors je peux compléter, effectivement. On sait tous que l'air chaud monte, effectivement, donc quand on peut créer des ouvertures en hauteur, ça va favoriser cette extraction de l'air chaud par cet effet convectif. Mais pour que cet air chaud puisse s'évacuer, il faut bien entendu que le flux d'air puisse rentrer. Et donc, effectivement, on crée des ouvertures, alors pas forcément en position très basse, mais donc c'est le système le plus efficace d'une conception bioclimatique de pouvoir faire en sorte que les ouvertures en partie haute permettent de laisser s'échapper l'air chaud. Par contre, il faut faire attention au fait que ces ouvertures en partie haute, elles doivent être commandées facilement pour pouvoir être fermées, obturées, notamment en cas de pluie ou de cyclone. Et donc, parfois, c'est une contrainte importante de pouvoir les manipuler et pouvoir redescendre des commandes au niveau du sol. Donc, faites attention que ce type d'ouverture, ce qu'on appelle donc les écopes, elles doivent systématiquement être orientées sous le vent, c'est-à-dire sur le versant qui est pas exposé à la pluie. Donc, essentiellement, quand on est avec les alizés et des vents dominants venant de l'Est, ces écopes, on va les retrouver principalement côté ouest, donc côté soleil couchant. Voilà, en complément. Oui, alors D'accord. merci. Voilà. Oui, donc merci Monsieur Seov et Monsieur Paul, effectivement, pour toutes ces précisions, ainsi que pour vos interventions. Donc, du coup, nous allons effectivement poursuivre sur le dernier temps en fait, d'échange qui nous reste, pour voir en fait s'il y a des questions, peut-être des remarques au niveau des participants. Donc, Marielle, est-ce que tu peux peut-être énoncer les remarques que nous avons dans le chat? Alors, oui. Donc, on n'a pas tant de remarques que ça, à part les questions, enfin les réponses en tout cas qu'on a énoncées un peu plus tôt. D'accord. Alors, visiblement, nous avons une remarque de Monsieur Florent concernant le confort thermique et le rafraîchissement. Donc, est-ce que les pompes à chaleur sont utilisées en Guadeloupe? Donc, peut-être que Monsieur Ted Soubdan ou bien Monsieur Seov peuvent apporter effectivement des précisions là-dessus. Oui, bonjour, je peux répondre un petit peu. Effectivement, les pompes à chaleur sont des équipements, alors, comme leur nom l'indique, sont des machines frigorifiques qui servent à faire à la fois du chaud et du froid, un peu comme un climatiseur. On en trouve sur le marché, alors principalement le marché local, je veux dire. Principalement, je pense qu'elles sont utilisées pour réchauffer les piscines. Et effectivement, comme ça chauffe d'un côté, ça dégage du froid de l'autre. Et très souvent, ce froid n'est pas récupéré. Je ne sais pas si Laurent a d'autres exemples d'utilisation, mais principalement, c'est utilisé pour ça. Ouais, juste en complément, je dirais qu'on a des versions
de pompes à chaleur compactes qui sont utilisées pour chauffer de l'eau. C'est ce qu'on appelle les chauffe-eau thermodynamiques, qui intègrent donc un ballon de stockage de l'eau chaude sanitaire et une mini pompe à chaleur sous une forme compacte. Donc, c'est une pompe à chaleur qui sert à chauffer de l'eau. Lorsqu'on ne peut pas installer de solaire, notamment, c'est à peu près 3-4 fois plus performant que de mettre un chauffe-eau électrique. Et donc, c'est les deux exemples qu'on peut citer, chauffage des piscines pour les besoins qui se font sentir, qui sont relativement faibles, et puis chauffage de l'eau sanitaire. Mais pour le rafraîchissement ou le chauffage des locaux, évidemment, on n'utilise pas de pompe à chaleur puisque majoritairement, on n'a pas besoin de chauffer les locaux en Guadeloupe. Oui, donc merci M. Seov et M. Soubdan pour toutes ces précisions. Alors, j'espère qu'effectivement, vos avis ont pu justement répondre à la question de M. Florent. Alors, effectivement, il est déjà 12h14, donc nous avons effectivement dépassé le temps Nous avons dépassé en fait le temps qui nous était accordé. Alors, du coup, juste avant de clôturer donc, cet atelier, nous tenons en fait Synergie ainsi que l'ensemble de ses partenaires remercie donc infiniment l'ensemble des participants ainsi que les intervenants, donc notamment M. Seov d'Equinox, M. Soubdan de l'Université des Antilles et M. Paul du CAUE. Donc, le replay ainsi que les présentations vous seront envoyées donc, prochainement. Et n'hésitez pas à revenir vers nous donc, pour tout renseignement complémentaire. En tout cas, nous vous souhaitons à tous et à toutes une excellente fin de journée et nous vous disons à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir, Ok. merci beaucoup. Au revoir à tous. Bye.